Cet échange s'inscrit dans le cycle d'échange alimentation durable et économie sociale et solidaire que le RTES a engagé en octobre 2020. Voilà, c'est déjà le 7e rendez-vous, si je ne me trompe pas. Et pour l'instant, en tout cas, sans doute le dernier sous ce format, mais il y aura d'autres rendez-vous, vous serez tenus informés. Et donc aujourd'hui, on va porter sur notre échange va vraiment se concentrer sur les questions des liens entre alimentation durable et solidarité, mais aussi voilà, portés par des structures de l'économie sociale et solidaire et en lien avec les collectivités territoriales, puisque c'est toujours notre angle d'approche. Voilà, pour ce qui est des initiatives des acteurs de l'économie sociale et solidaire portant sur cette question de la solidarité alimentaire et de l'accessibilité d'une alimentation aux personnes les plus démunies. Voilà, ce sont des initiatives qui sont très anciennes, qui ne sont pas nouvelles, mais on voit quand même que la crise actuelle que nous traversons, crise sanitaire et notamment les conséquences du premier confinement, mais aussi voilà, plus largement la crise économique qui s'ensuit, voilà, bien sûr, accentue pardon, les inégalités et puis aussi la nécessité pour structure de l'économie sociale et solidaire et collectivité de répondre ensemble à cet enjeu, de développer des partenariats sur le sujet. Euh, donc voilà, on a eu l'occasion déjà dans ce cycle d'échange de mettre en évidence plusieurs de ces initiatives. Sur le site du RTS, vous retrouverez des ressources et notamment là, je la cite puisqu'il y a vraiment une étude qu'on avait déjà eu l'occasion de pointer qui porte précisément sur ce sujet, qui est une étude de France Urbaine sur villes et agglomérations en période de pandémie et qui met en évidence voilà, justement les partenariats qui ont été développés entre collectivités et structures de l'ESS pour répondre à ces enjeux de solidarité alimentaire. Pardon. Et aujourd'hui, pour cet échange, on a donc fait appel à deux intervenants, donc Xavier Broussier, qui est directeur de l'association La Pioche, et Jean-Claude Hérault, qui est administrateur de l'Union départementale de l'économie sociale et solidaire du département des Hautes-Alpes, et qui est aussi animateur de l'action Agir ensemble contre la pauvreté et la précarité. Donc ils auront juste après l'occasion de se présenter davantage, mais voilà, par rapport à ce que je disais juste avant, on a typiquement une initiative qui a émergé pendant cette crise et une qui est bien plus ancienne. Je vais tout de suite arrêter le partage de l'écran pour que vous puissiez bien voir les intervenants et donc donner la parole à Xavier Broussier, donc directeur de l'association La Pioche, comme que je disais à l'instant, qui est une épicerie solidaire basée à Aubourdin, qui est une commune qui est sur le territoire de la métropole lilloise. Structure qui a été ouverte en 2009. Xavier, voilà, je vous invite déjà dans un premier temps à nous présenter cette structure et voilà, les actions que vous menez. Merci Chloé, et bonjour à tous, hein. Effectivement, on est juste à côté de Lille. On a maintenant 2 établissements, donc un au Bourdin, un à Los. L'activité en local a démarré en 2009, mais on a fait un travail d'ancrage territorial depuis 2006. Donc, on va fêter nos 15 ans cette année. Donc, une épicerie solidaire qui, qui, euh, qui a ses particularités parce qu'on est indépendant et pour le coup, le but de cette structure-là était effectivement d'aller proposer une aide alimentaire, lutter contre le gaspillage, mais aussi s'en servir pour faire de l'insertion et pour créer des emplois. Depuis le début, on se sert du principe de l'épicerie solidaire. Donc, on a voulu la professionnaliser assez vite pour accueillir le plus de monde possible, parce qu'on ne se limite pas à accueillir une seule commune, on accueille toutes les personnes qui sont à proximité et qui ont les moyens de venir jusque nous. Donc, on accueille des publics d'une trentaine de communes. Et alors, dès le départ, on a pu créer 2 emplois pour gérer l'épicerie, pour aller constituer un réseau de partenaires. Aujourd'hui, on a la chance d'avoir une trentaine de partenaires commerciaux qui sont répartis. Les donateurs, en fait, ceux qui donnent leurs invendus, sont à la fois des distributeurs de toute taille, des petites aux grandes surfaces,
On a des producteurs locaux, on a des industriels qui nous donnent leurs excédents de production, et on a aussi des grossistes. Donc, on a pour gérer tout ça, parfois pour gérer des volumes importants, on a même commencé à constituer un groupement d'épiceries solidaires, pour aller partager les frais de transport, pour aller répartir les lieux de stockage, et pouvoir aller voir des grandes boîtes comme Danone, comme Monduel. Voilà, il y a vraiment beaucoup de choses intéressantes à faire à ce niveau-là. Le principe, ça a toujours été que, quoi qu'on fasse dans notre chaîne de traitement des produits, on fasse en sorte qu'il n'y ait jamais de déchets, qu'il n'y ait jamais de pertes. Donc, on récupère tout ce qu'on nous donne. La plupart est trié et mise à disposition du public qui passe à l'épicerie solidaire et qui participe à hauteur de 30% aux frais, au montant de leurs courses. 30% ils payent 30% du prix réel. Grâce à ces 30%, on arrive à s'autofinancer, on arrive à payer un loyer, on arrive à créer quelques emplois. Et tout ce qu'on n'arrive pas à distribuer au public est soit transformé en cuisine pour le repas des équipes. On a créé un bar à jus, un bar à soupe aussi ouvert à tous, enfin qui sera bientôt réouvert à tous dès qu'on aura le droit. On n'a pas de terrasse. Les invendus sont aussi distribués à des associations tous les jours qui vont distribuer aux sans-abri et aux camps de Rome. Donc, on a vraiment un engagement pour le presque zéro déchet, et les fruits et légumes qui tournent dans la journée sont portés à une ferme pour le compost. Je parlais de l'importance de l'insertion et des emplois. On a deux mesures qui vont dans ce sens-là. Donc, depuis longtemps, depuis quelques années, on a une action avec le département du Nord, deux actions avec le département du Nord, qui font qu'on se sert de la structure qu'on a mis en place. On gère une surface de vente. On applique les mêmes normes et les mêmes règles que les Auchan, les Carrefour, sauf qu'on le fait à plus petite échelle et qu'on le fait à notre rythme. Donc, on propose de mettre en immersion chez nous des gens qui sont plutôt éloignés de l'emploi. Comme on le fait avec le département du Nord, on prend en charge des allocataires du RSA et on fait découvrir en fait tous les métiers de l'épicerie solidaire. Ça va de la logistique, les transports d'aliments avec les camions frigorifiques, le tri et l'entreposage de fruits et légumes et de produits frais, l'accueil, la caisse, l'entretien des locaux. On propose de faire découvrir tous ces domaines-là. Et s'il y a quelque chose qui intéresse davantage une personne, eh ben, on le prend sous notre aile euh, pour le former de manière plus complète en interne et en externe avec des centres de formation. Et puis ensuite, on crée un lien avec nos donateurs, des donateurs qui ne sont pas que donateurs de produits, qui acceptent aussi parfois d'accueillir en immersion, en période de mise en situation en milieu professionnel, les bénévoles qui sont issus de chez nous pour qu'ils aient la chance de montrer ce qu'ils ont appris, leur potentiel, et potentiellement trouver un emploi. Donc, on a réussi à créer quelques emplois comme ça en créant des ponts entre nos bénévoles, nos adhérents et les professionnels donateurs. Il y a eu un grand pivot dans notre activité depuis l'an passé, depuis le 1er février 2020. On est habilité entreprise à but d'emploi dans le cadre du projet Territoire zéro chômeur longue durée, le projet d'expérimentation nationale Territoire zéro chômeur longue durée. Et ça, c'est génial parce que ça nous donne les moyens de prolonger ce qu'on voulait faire, d'aller plus fort vers l'insertion, plus fort vers l'emploi. Ça nous donne la possibilité d'employer, de recruter toutes les personnes qui sont situées dans un quartier prioritaire à côté de chez nous, à Los, de les recruter en CDI à temps choisi. Donc, ils choisissent eux-mêmes s'ils veulent faire un 24 heures, un 28 heures, un 35 heures. Et c'est même pas nous qui choisissons les personnes, ce sont les personnes qui nous choisissent parce qu'elles sont inscrites par ordre, elles sont inscrites sur une liste de mobilisation et choisissent une activité parmi celles proposées par les deux entreprises à but d'emploi qui ont été créées dans le territoire de la MEL, de la métropole européenne de Lille. Donc, il y a la Pioche, il y a la Fabrique de l'Emploi. À nous deux, pour l'instant, la Pioche a une activité d'épicerie solidaire. La Fabrique de l'Emploi a plusieurs activités dans d'autres domaines.
Donc aujourd'hui, on est passé, disons, en fin 2019 de 4 salariés à aujourd'hui 23 pour l'instant, grâce à ça. Pour ceux qui, alors j'imagine que certains d'entre vous connaissent déjà, mais pour ceux qui ne connaissent pas, l'expérimentation territoire zéro chômeur nous permet de percevoir une partie des allocations que percevaient les gens au chômage. Donc on reçoit une partie des fonds qui étaient perçus par Pôle emploi et une partie du RSA aussi. Grâce à ça, on peut embaucher du monde et se concentrer aussi beaucoup sur la formation. Le but, c'est de faire monter en compétences les gens qu'on recrute. On ne demande rien, on ne demande aucune compétence au recrutement. On demande juste de partager nos valeurs et d'avoir envie de travailler avec nous. Et puis après, on gère le parcours professionnel, le projet professionnel quel qu'il soit. Soit les personnes peuvent rester dans l'entreprise à but d'emploi avec nous, soit développer un projet professionnel et on les y accompagne grâce à de la formation et grâce à des suspensions de contrat de travail. Si la personne décide de nous quitter pour une autre entreprise, son contrat de travail est suspendu pendant 6 mois pour être certain que ça se passe bien. Pendant 6 mois, elle peut revenir et continuer avec nous. Petit focus sur notre relation avec les collectivités. Donc, on a beaucoup de relations avec la communauté de communes, la MEL, Métropole européenne de Lille, le département, de plus en plus la région et maintenant des services de l'État. Ce qui est sensible pour nous, enfin, ce qu'on attend en général des collectivités, c'est de pouvoir, euh, de pouvoir être dans le même esprit d'expérimentation que nous. Nous, on essaie de mettre en place des solutions nouvelles pour favoriser la création d'emplois et la création d'activités. Le fait qu'on soit devenu entreprise à but d'emploi change notre objet statutaire. On n'est plus simplement une épicerie solidaire. On est une entreprise à but d'emploi dont le but premier est de créer de l'emploi à destination des personnes qui en ont été privées durablement. Donc, toutes les personnes au chômage depuis plus d'1 an. Et on peut se lancer potentiellement maintenant sur n'importe quelle autre activité qui répond à un besoin du territoire et qui est d'utilité publique et qui ne créera pas de concurrence. Typiquement, les entreprises à but d'emploi sont là pour aller faire ce que personne n'a pu faire jusqu'à présent, ce qui n'est pas une mission de service public et qui n'est pas non plus une activité qui serait rentable pour une entreprise classique. Donc, ce qu'on cherche avec les collectivités, c'est de repérer tous les besoins du territoire, hein, finalement, tout ce qui pourrait être utile au territoire, qui serait essentiellement basé sur de la main-d'œuvre et qui ne nécessiterait pas de trop grande technicité ou de trop lourds investissements. Donc, on a besoin de cette relation pour imaginer, pour détecter, identifier les besoins du territoire. On a besoin des collectivités pour nous aider sur les besoins de formation qui sont grandissants et trouver des astuces ou des sources de financement pour la formation. On en parle beaucoup avec la région en ce moment. Et on a besoin d'aide sur l'ingénierie. On a besoin que des agents qui ont des compétences techniques dans les collectivités puissent nous aider à calibrer ce qu'il nous faudrait pour lancer une activité et faire une sorte de… Alors moi, je dis ça par rapport à l'entreprise, mais quand on en parle à l'entreprise, on demande du mécénat de compétences, mais ce mécénat de compétences est possible aussi avec les collectivités. On a besoin de partage, d'échange de savoir pour professionnels, pour vraiment lancer des nouvelles activités, des nouveaux métiers qu'on découvre nous-mêmes. Et voilà, c'est ça dans la relation avec les collectivités et les entreprises, c'est ça qu'on recherche en général. Voilà, j'essaie d'être plutôt synthétique. Merci beaucoup, Xavier. Effectivement, c'était très synthétique, mais très complet. J'ai peut-être juste une question sur l'impact qu'a eu le passage à entreprise à but d'emploi et finalement une montée en puissance en termes de personnes accueillies en insertion, enfin dans un parcours d'insertion, sur l'activité d'épicerie solidaire. Je ne sais pas si ma question est claire, mais oui. Alors, l'impact que ça a eu, cette montée en puissance en emploi sur l'activité même d'épicerie solidaire, a fait qu'on a pu rien que élargir nos horaires. On était ouvert au public toutes les après-midi de 14h à 17h, donc c'était des horaires de bureau. Grâce à ça, on a pu ouvrir jusqu'à 19h et permettre l'accès à un nouveau public qui est soit étudiant, soit
soit en situation de travail, mais tout de même en précarité. Donc, on a pu vraiment élargir notre offre et notre public grâce à ça, parce que maintenant, on est ouvert du lundi au samedi jusqu'à 19h, et ça fait une grande différence. Donc, on est accessible à plus de public qui ne se sentaient pas concernés par le service de l'épicerie solidaire. Ça, c'est le principal changement. On arrive à aider plus de gens. On a pu rester ouvert pendant toute la période de crise. Depuis le premier confinement, on a pu rester ouvert tous les jours et rendre service aux gens et mettre en place des services supplémentaires de courses par téléphone et livraison de courses. Ça, si on n'avait pas eu l'équipe de salariés, on n'aurait jamais pu le faire. Voilà, on arrive à faire plus de choses et à rendre service à plus de personnes. Mmh. Très bien, merci. Alors, je vais partager une question de Pascal Ménil, mais n'hésitez pas voilà, si vous avez des questions à poser à Xavier Broussier, soit de les poser dans le module de discussion, soit de demander à prendre la parole, que je puisse vous la donner en levant la main, par exemple. Donc, une question de Pascal Ménil, qui est conseiller municipal et communautaire à Alençon, qui demande si vous avez des liens avec d'autres associations de solidarité, type Resto du Cœur, Secours Populaire, etc. Oui, et c'était très important pour nous de ne pas avoir une relation de concurrent, parce qu'on ne l'est pas du tout. On travaille régulièrement avec le Secours Populaire, avec les Restaurants du Cœur. On échange, en fait, on se passe tout ce qu'on peut avoir en trop. C'est très courant qu'on récupère une catégorie de produits d'un coup qu'on a en trop. Donc, on se fait du troc entre nous, disons. On échange à chaque fois qu'on a de trop. Et puis, on se rend service aussi pour ne pas intervenir tous en même temps dans les mêmes magasins. Et on peut se remplacer aussi en période de vacances. Si l'un ne peut plus passer dans une telle enseigne, on peut se relayer. Ok, très bien. Merci beaucoup. Avez-vous d'autres questions à poser à Xavier? Sinon, il y aura un autre temps d'échange à la fin, de toute façon. Monsieur Doucet, j'espère que je prononce bien votre nom. Je vous en prie. En fait, Jean-Marc Douce, Pardon. CI2S. J'avais une question à poser, c'est-à-dire en dehors des indications données par les collectivités sur les filières ou les types d'activités sur lesquelles greffer de l'insertion par l'économique ou de l'emploi, en fait, en tant qu'entreprise à but d'emploi, est-ce que vous êtes livré vous-même à un diagnostic territorial ou pas? Bah oui, alors nous on réfléchit aussi à ce qui pourrait être utile dans le territoire, hein. On y réfléchit nous-mêmes, et on y réfléchit avec le comité local qui regroupe la commune où nous sommes implantés, et les acteurs locaux, les associations d'insertion, la mission locale, Pôle emploi. On y réfléchit régulièrement tous ensemble, on se voit régulièrement, et on a quelques projets qui pourraient émerger bientôt grâce à ça. Alors, une question de Valérie Prévost. Merci Xavier pour cette présentation. Vous êtes ouvert 5 jours sur 5, mais combien de temps en distribution alimentaire? Comment assurez-vous l'approvisionnement pour plus de bénéficiaires? À Poitiers, beaucoup de mal à obtenir des denrées de la banque alimentaire, par exemple, alors que nous sommes ouverts 2 jours et perçus comme la plus grosse épicerie sociale locale. Alors, on est même ouvert 6 jours sur 7, du lundi au samedi. Les matinées sont réservées aux collectes de dons de 7h à 13h. Et, on peut ouvrir au public de 14h à 19h. Pour la partie obtention des dons, c'était un long parcours, hein. On n'a pas réussi tout de suite à en avoir tant. Ça fait 15 ans qu'on démarche les partenaires. Et avec la Banque alimentaire du Nord, on a une relation spécifique, parce qu'on ne va pas chercher des surplus européens, par exemple. Par contre, on est partenaire de la Banque alimentaire pour aller récupérer les dons des magasins qui n'ont pas les moyens, pas la possibilité, pas le temps de faire. Donc, ils nous appellent de temps en temps sur certains magasins qui ne peuvent pas faire, et aussi pour les jours fériés, aussi pour les vacances, par exemple. Donc, on n'est pas forcément obligé de venir à la banque alimentaire
comme simple adhérent pour recevoir des produits. On peut aussi être partenaire pour les aider dans la collecte et puis garder une partie des dons de collecte directement pour l'épicerie. Mais je conviens que ce n'est pas du tout évident et que les banques alimentaires ont des fonctionnements différents dans tous les départements. Très bien. Merci beaucoup, Xavier. De toute façon, vous restez avec nous et puis voilà, on pourra poursuivre l'échange. Je vous propose maintenant de donner la parole à Jean-Claude Hérault, qui est donc administrateur de l'Union départementale de l'économie sociale et solidaire du département des Hautes-Alpes et aussi animateur de l'action Agir ensemble contre la pauvreté et la précarité. Voilà, donc je vous invite à nous présenter cette action Agir ensemble contre la pauvreté et la précarité et puis voilà, nous rappeler dans quel contexte elle s'est développée et avec quels partenaires vous l'avez montée. Eh bien, bonjour à toutes et à tous. Effectivement, je vous parle depuis les Hautes-Alpes, depuis la ville de Gap. Dans les Hautes-Alpes, nous avons créé en 2008 l'Union départementale de l'économie sociale et solidaire qui fédère 90 entreprises de l'ESS émanant de toutes les familles de l'économie sociale et solidaire. Et donc, depuis la création de ce réseau d'entreprises, nous prenons une multitude d'initiatives et vous verrez si vous allez sur notre site udes05.org, vous verrez tout ce que réalise cette union départementale. À la sortie du premier confinement, j'ai été sollicité par le directeur de la MJC de Briançon et le secrétaire général du Secours populaire français qui m'ont dit en quelque sorte il faudrait que sur la question de la pauvreté et de la précarité, on mette cette question au centre du débat public. Et effectivement, après le premier confinement, on parlait beaucoup d'économie, ce qui est normal, mais peu encore, et peut-être pas assez encore aujourd'hui, de tout ce qui se passe au niveau de la pauvreté et la précarité. Il faut savoir que notre département est particulièrement frappé par cette précarité, puisque 80% de l'activité économique, c'est le tourisme. Et vous imaginez qu'avec l'hiver, l'été est de nouveau un hiver comme vient de passer. Aujourd'hui, on est en difficulté sur le plan économique, donc sur le plan social, et si bien que beaucoup de saisonniers se sont retrouvés au bord de la route, comme on dit. Et donc, suite à cette sollicitation, on a réuni une première conférence, donc on appelle ça une conférence permanente associative de la solidarité, immédiatement après le premier confinement, et on a élaboré un document intitulé « Agir ensemble contre la pauvreté et la précarité » qui pointe 11 propositions. Depuis, nous nous sommes réunis à peu près une fois tous les 2 mois en moyenne pour examiner toutes les problématiques que l'on rencontre dans notre département. Le but de cette conférence, c'est de renforcer l'unité du mouvement associatif tout en respectant bien sûr l'indépendance des associations, mettre en réseau toutes ces associations et mettre en œuvre une forte coopération entre ces structures. L'objet aussi, c'était d'agir ensemble auprès des pouvoirs publics sur toutes ces questions qui tournent autour de la pauvreté et de la précarité. C'est ainsi qu'on a déjà été reçu une première fois par la préfète des Hautes-Alpes et une deuxième fois par la sous-préfète de Briançon. Nous sommes également en contact direct avec la DDCSPP, le conseil départemental et l'agence de développement économique et touristique. Et donc, à la sortie du premier confinement, dans les problématiques sont tout de suite venus les problèmes liés à l'aide alimentaire, la solidarité alimentaire. On s'est aperçu qu'à peu près les besoins avaient augmenté de 20% en quelques mois, voire même en quelques semaines. Donc, des besoins importants. On voyait que dans les permanences du Secours populaire, du Secours catholique ou des Restos du Cœur, il y avait de plus en plus d'étudiants, de jeunes saisonniers. Et donc, on s'est dit qu'il fallait qu'on fasse quelque chose. En plus, le conseil départemental avait mis en œuvre, dans la première période des 3 premiers mois du confinement, avait mis en œuvre un dispositif qui nous a paru très intéressant, c'est-à-dire qu'il finançait, il avait subventionné les associations habilitées à distribuer l'aide alimentaire afin que ces associations se servent en produits frais auprès des producteurs locaux.
produits frais qui ne sont pas toujours des produits bio, mais qui sont des produits de qualité. Et donc, cette idée nous est tout de suite apparue comme particulièrement intéressante parce qu'on s'aperçoit que dans nos permanences des associations, souvent l'aide alimentaire vient de la banque alimentaire, vient de l'Europe, et on sait que c'est souvent des produits frais, des produits secs, et qu'il y a très peu de légumes, de fruits, de produits frais. Du coup, on a sollicité et le conseil départemental et l'agence de développement économique et touristique et la direction départementale, la DDCSPP, l'État, et on a obtenu fin 2020 2 enveloppes de 50 000 € qui ont été réparties aux 8 associations habilitées à distribuer l'aide alimentaire dans le département. Et avec cet argent, ces associations se sont servies en produits frais auprès des producteurs locaux. Ce qu'il faut savoir aussi, c'est que on a tout de suite pensé qu'il fallait aller au-delà. Cette initiative nous paraissait intéressante, mais on s'est dit qu'au travers des acteurs de la mutualité, du CODES, puisqu'il faut savoir que dans cette conférence, il y a 50 participants, 50 structures participantes, il n'y a pas que les associations aide alimentaire, il y a aussi le mouvement mutualiste, le CODES, enfin, je ne vais pas tous les citer, la Mission Jeune, bien évidemment. Et donc, avec ces associations, on s'est dit qu'on pourrait aussi mettre en œuvre ce qui nous paraissait intéressant, c'est tout ce qui tourne autour de la prévention alimentaire. Il ne suffit pas de distribuer de produits frais, mais encore faut-il savoir les utiliser, les cuisiner et faire en sorte que ça bénéficie également à la santé des plus pauvres d'entre nous. Et donc, suite à ça, on a obtenu donc une rallonge budgétaire pour la fin 2020 et en 2021, le conseil départemental a décidé, suite à notre intervention, de pérenniser le dispositif, puisqu'on a une nouvelle enveloppe de 150 000 € qui a été mise à disposition. On discute actuellement avec l'État pour qu'il y ait également une enveloppe, on espère autour de 100 000 €, mais on n'a pas encore obtenu. Et la MSA, la Mutuelle Sociale Agricole, participe également à hauteur de 15 000 € sur cette action. Donc, cette action se poursuit. Et ce qui était très intéressant, c'est qu'elle va se pérenniser, puisque nous avons su il y a quelques semaines que nous avions notre PAT, notre projet alimentaire des Hautes-Alpes, avait été validé par le ministère, la Direction régionale de l'alimentation, de l'agriculture et de la forêt, si bien que dans le cadre de ce PAT, on va pouvoir promouvoir des choix alimentaires durables et dans l'axe 5, approvisionner les associations caritatives et donc pérenniser le dispositif qui a été initié pendant la crise dont je viens de parler. Et donc ça, c'est tout à fait intéressant. Et en plus, tous les acteurs dont je vous ai parlé tout à l'heure vont être associés à la mise en œuvre de ce PAT dans les semaines et les mois à venir. Voilà en gros l'action qu'on a mis en œuvre. Mais on ne s'arrête pas là, puisque j'ai dit tout à l'heure, on a 11 propositions. On a déjà beaucoup travaillé sur tout ce qui tourne autour du logement et du logement des plus précaires, mais on commence déjà à travailler sur un axe qui nous paraît important, c'est l'axe qui tourne autour de la jeunesse. Tout le monde sait aujourd'hui que notre jeunesse a été particulièrement percutée par la crise, la pandémie, et donc il faut qu'on s'en préoccupe. Donc, on travaille aussi autour de cet axe de la jeunesse. Et là, on va envoyer dès lundi 30 questions aux candidats aux élections départementales, puisque vous savez que le conseil départemental a quand même dans ses missions la compétence sociale et solidarité. Et donc, on va les interroger, tous les candidats, sur savoir comment ils voient l'avenir et comment ils voient le fait que cette conférence va mettre de plus en plus, se mobiliser de plus en plus pour venir en aide aux plus précaires et aux plus pauvres d'entre nous. Merci beaucoup, Jean-Claude, pour cette présentation, je trouve, d'un partenariat vraiment intéressant qui s'est quand même monté en peu de temps. Et puis, on voit bien avec un nombre important de structures et là, en l'occurrence, le département et l'État dans la boucle. Vous faisiez le lien avec l'inscription dans le PAT. Ça me fait penser, c'est quelque chose qu'on n'a pas abordé, Xavier Broussier. Est-ce que vous participez au projet alimentaire territorial de la métropole européenne de Lille? Est-ce que vous êtes partie prenante des discussions?
Alors, on a évolué très vite en taille, mais je pense on n'était pas encore assez gros pour participer à ce genre de discussion. À repérer. Bon, après, ça, c'est bon. C'est possible, hein, des petites structures peuvent être partie prenante des PAT. C'est pas une question de taille, c'est plus voilà, une question de la manière dont elles sont montées, je pense, et animées. D'accord, très bien. Peut-on avoir un aperçu des questions posées? C'est intéressant comme démarche. Alors, la question de Sab Ouche, je suis désolée, je n'ai pas d'autres indications sur qui vous êtes. Je ne suis pas sûre de bien comprendre votre question. N'hésitez pas à demander à prendre la parole et à l'exprimer oralement. Peut-être ce sera plus clair, parce que je suis désolée de ne pas... Ce que je voudrais également compléter, je ne l'ai pas abordé, c'est qu'on a travaillé également sur deux appels à projets. Un appel à projet qui se nomme Plan de soutien aux associations de lutte contre la pauvreté, qui est clos maintenant, hein, qui a été mis en œuvre pour 2020-2021. Et puis le dernier appel à projet qui lui sera clos 30 juin 2021, qui existe dans tous les départements, j'ai vérifié. Il s'appelle Alimentation locale et solidaire. J'ai le cahier des charges devant les yeux. Bon, dans chaque département, il y a un appel à projet de ce type-là, et ça serait bien que vous regardiez sur le site internet de votre préfecture pour voir si vous pouvez bénéficier de cet appel à projet. Notamment, par exemple, je sais que le Secours populaire va se faire financer une chambre froide, je sais qu'une autre association va se faire financer un véhicule, enfin tout ce qui tourne autour de l'alimentation locale et solidaire. Aujourd'hui, il y a des appels à projets et les financements sont dans les départements. C'est-à-dire que vous pouvez avoir l'enveloppe qui a été développée dans votre département et avoir le cahier des charges qui vous permet de faire la demande avec tout le processus. Et je trouve que ça serait intéressant parce qu'il y a des associations, je m'en suis aperçu dans les Alpes d'Haute-Provence, notamment mes amis du Secours populaire français du 04, qui n'étaient pas du tout au courant de cet appel à projet parce que c'est le fait d'avoir créé cette conférence dans notre département nous a mis forcément en lien avec l'État, le département, tous les acteurs institutionnels, et du coup, on a été forcément sollicité pour faire en quelque sorte la publicité, entre guillemets, de cet appel à projet qui me paraît très intéressant parce qu'il y a des... Alors, c'est sur l'investissement, hein, ça ne permet pas de financer directement l'aide alimentaire, mais ça permet aux associations qui concourent ou qui travaillent dans le cadre de cette aide alimentaire de financer des investissements. Oui, alors Fédéricie, la déléguée générale du RTS, a mis le lien dans le module de discussion, donc vous pourrez vraiment retrouver cet appel à projet. Alors je vais prendre les questions dans l'ordre. C'était donc Monsieur Douce qui avait levé la main. Je vous en prie. Oui, j'ai une question à Jean-Claude Hérault là, sur l'action de la conférence. Est-ce qu'elle a eu un effet de structuration entre les différentes associations d'aide alimentaire, les amenant à travailler ensemble, voire à définir des moyens communs? Je te remercie, Jean-Marc. C'est une question importante et j'avais oublié de l'aborder, ça. En fait, l'effet de cette conférence est un effet assez exceptionnel. On est même surpris nous-mêmes. C'est que ces associations qui ont l'habitude de rester dans leur couloir, parce que je ne vais pas rentrer dans le détail, je n'ai pas le temps, mais entre le fonctionnement du Secours populaire, du Secours catholique, des Restos du Cœur, de la Croix-Rouge, ça n'a rien à voir. Vous voyez ce que je veux dire? Il y en a qui ne fonctionnent pas de la même façon. Et ce que je me suis aperçu dès le départ, c'est qu'ils ne se connaissaient pas ou mal, qu'ils ne travaillaient pas ensemble. Et là, tout de suite, y compris le directeur de la DDCSPP me l'a fait remarquer, eux, ils n'étaient pas arrivés au niveau de l'État à faire travailler ces associations ensemble. Et cette conférence a permis à ce que ces associations, même si ce n'est pas parfait, hein, mais ça a permis à ce rapprochement entre elles. Et deuxième effet qui est intéressant, c'est que les producteurs locaux qui livrent les associations, eh bien, il y a des liens qui se sont créés entre les producteurs locaux et les associations humanitaires. Et ça, c'est un élément extrêmement important parce qu'ils ont appris à se connaître, ils ont appris à voir les problèmes que tout le monde a. Bien souvent, on s'ignore. Et là, j'ai vu des effets très positifs entre des producteurs locaux qui parlent aujourd'hui
avec des militants et des bénévoles des associations humanitaires. Et ça, c'est un deuxième effet très positif. Merci beaucoup. Alors, on a deux questions qui parlent ou évoquent ou partagent pose une question par rapport au réseau Andes, qui est l'Association nationale de développement des épiceries solidaires. Donc, je pense qu'elle s'adresse plutôt à Xavier Broussier pour savoir si vous en êtes membre. Et par ailleurs, une information disant que le réseau Andes développe aussi actuellement un appel à projet pour la création de nouvelles épiceries sur tout le territoire, avec le lien qui est partagé. Alors oui, on a choisi d'adhérer à l'Association nationale de développement des épiceries solidaires, qui est très dynamique, effectivement, pour aider, pour accompagner les porteurs de projets qui souhaiteraient créer une épicerie solidaire. Et ils font participer l'ensemble des acteurs, l'ensemble des adhérents à l'évolution de la dynamique des épiceries solidaires, le fait de faire évoluer des épiceries solidaires et faire en sorte que le public comprenne mieux ce qu'on est, ce qu'on fait et ce qu'on peut faire pour eux. Très bien, merci. Alors, une question de Laura Goffo qui s'adresse à Monsieur Hérault. Quelles sont peut-être plus précisément, parce que vous l'avez évoqué, les actions de lutte contre la précarité que vous avez inscrites dans le PAT, Projet alimentaire territorial? Alors, ce n'est pas nous qui l'avons inscrit, puisque ce PAT est piloté par le Conseil départemental de Haute-Alpes, mais on y a participé. Et donc, ce PAT s'appelle l'excellence et l'exemplarité alimentaire comme réponse à la crise environnementale, économique et sociale. Et l'axe 5 prévoit promouvoir des choix alimentaires durables, notamment en restauration collective, éduquer les consommateurs, réduire les inégalités d'accès à une alimentation de qualité et durable. Et l'axe 5.4, c'est approvisionner les associations caritatives, et il est indiqué que sera pérennisé le dispositif initié pendant la crise d'approvisionnement des associations caritatives par des producteurs du territoire. Donc, ça veut dire que l'action qu'on a initiée pendant la crise sera inscrite dans le marbre, comme on dit maintenant, pérennisée, au moins pendant la durée du PAT, ce qui est pas inintéressant et ce qui est vraiment nouveau, parce que dans notre département, jusqu'à présent, comme je l'ai dit tout à l'heure, il y avait des institutionnels d'un côté, des associations de l'autre, et puis personne ne faisait vraiment ce lien. Et le point positif de cette conférence, c'est qu'aujourd'hui, il y a vraiment une coopération entre les institutionnels, le monde associatif et tous les acteurs qui œuvrent autour de ces problèmes de solidarité et d'alimentation. Merci bien. François Paillard, normalement, oui. Oui, bonjour à tous. François Paillard, chargé de mission agriculture pour l'agglo de Redon. Les deux intervenants, en fait, ils ont fait référence aux partenariats qu'ils peuvent construire avec les producteurs locaux. Et du coup, je voulais savoir comment est né ce partenariat, quelle est la typologie des producteurs avec qui vous travaillez, est-ce qu'ils sont structurés ou vous travaillez de manière individuelle? Voilà, je suis intéressé pour savoir un peu les liens que vous avez avec les producteurs locaux. Alors pour ce qui nous concerne, je sais à peu près de qui il s'agit. Hein. C'est souvent des petits producteurs, mais le lien se fait par l'Agence du développement économique et touristique. C'est-à-dire que dans cette action, il y a trois acteurs principaux. Il y a le monde associatif, donc cette conférence qu'on a créée. Il y a le conseil départemental, bon, l'État, les financeurs, on va dire pour faire simple. Et puis au milieu, il y a l'Agence du développement économique et touristique et il y a 2-3 agents de cette agence qui sont chargés de faire l'interface entre les associations et les producteurs. C'est-à-dire que les associations passent par l'intermédiaire de ces personnes de l'Agence du développement économique et touristique, passent leurs commandes, par exemple en viande. Ils ont besoin de 30 kilos de viande ou de tant d'œufs ou de pommes de terre, etc. Eux, ils font l'intermédiaire et après, c'est cette agence qui a négocié des tarifs auprès de ces producteurs locaux et qui passe les commandes. Et là où c'est intéressant aussi, c'est que les personnes qui font la livraison, parce que bien sûr que ces produits, il faut les livrer du producteur aux associations. Eh bien, l'association qui livre, c'est une association adhérente à l'UDES, Échange Paysan, qui est une association d'économie sociale et solidaire, qui également est dans la boucle
Et ça me paraît être vraiment, je ne cesse de le dire, une démarche gagnante-gagnante, parce que dans cette affaire, bien évidemment, l'objectif est atteint, c'est-à-dire qu'on permet à des gens précaires qui ne pourraient pas s'alimenter correctement, on sait le prix que ça coûte aujourd'hui, les fruits, les légumes, les produits frais, la viande, etc., qui peuvent donc améliorer leur niveau de nourriture en quelque sorte, mais ça c'est le but suprême. Mais ce qui est intéressant, c'est que ça crée toute une chaîne humaine qui améliore les relations entre les gens. Et ça, voilà, je ne sais pas si ça va durer longtemps, mais il n'empêche que la crise a au moins permis ça, et on va essayer d'engranger ça pour que ce soit bien évidemment pérennisé. Merci. Xavier, peut-être? Pour ma part, on a, comme l'évoquait Jean-Claude, on a aussi une structure intermédiaire qui nous aide énormément à faire le lien. C'est l'association Solal, SOL2AL, qui est en lien permanent avec les producteurs locaux et qui leur évite de se décourager pour ne pas appeler 10, 20, 30 associations pour réussir à répartir tous leurs dons. C'est Solal qui se charge de répartir l'offre et d'organiser les retraits de fruits et de légumes qu'on nous met à disposition. Donc, c'est un super partenariat qu'on a avec eux. Merci beaucoup. Bien, je vous invite aussi, voilà, n'hésitez pas à poursuivre vos questions, mais peut-être aussi vos témoignages. Il y a quand même de nombreuses collectivités qui sont représentées parmi les participants aujourd'hui. Donc peut-être vous avez vous aussi développé des partenariats avec des acteurs, soit récemment durant la crise, soit peut-être de manière beaucoup plus antérieure. Enfin voilà, n'hésitez pas aussi à partager vos témoignages et expériences. C'est vraiment l'objet de cet échange et à demander la parole très simplement. Ah, j'ai cru que quelqu'un le faisait, mais non. En tous les cas, je vous remercie d'avoir mis le lien sur Échange Paysan, Laurence Finel. Oui, effectivement, Échange Paysan, c'est un acteur important dans notre département, un acteur qui est en train de se transformer d'ailleurs en coopérative, qui est pour l'instant une association qui s'est développée très très vite et qui est une plateforme structurée de producteurs qui livre notamment la restauration collective. Et ils se sont fortement développés ces dernières années et ils sont en train de se transformer en coopérative. Merci bien. Et Xavier Broussier a également mis le lien vers l'association Solal, dont il nous parlait à l'instant. Donc moi je suis ancienne, je travaille à la région sud d'agriculture. Et c'est vrai que par rapport à Échange Paysan, nous c'est une structure qu'on connaît bien. Et ce que je voulais dire, c'est que le département, via l'agence de développement, pendant le premier confinement, a mis ces échanges. Mais l'achat en circuit court n'est pas facile. Et c'est Échange Paysan qui avait déjà toute cette connaissance et tout ce réseau de producteurs qui a pu répondre à la demande, en fait. Tout à fait. Voilà. Et que l'achat d'alimentation n'est pas facile, surtout pour une collectivité. Il y a les marchés publics, pas adaptés. Donc voilà, c'était pour ça que j'ai précisé, quoi. Et c'est vrai que c'est un collectif structuré, ça marche bien. Très bien. Et vous, du côté de... Vous travaillez à la région sud, c'est bien ça? Je ne suis pas sûre d'avoir bien entendu. Je m'excuse si c'est... Oui, d'accord. Non, pas. J'ai pas plus d'expérimentation par rapport à ça. Nous, Solal, on l'a sur le territoire aussi, mais c'est plus une expérimentation qu'il y a sur le nord Bouches-du-Rhône et qui essaye de récupérer au niveau de tout ce qui est des agriculteurs, tout ce qui n'est pas ramassé, en fait, en termes de gaspillage alimentaire. Mais c'est vrai que cette expérimentation actuellement que sur le territoire du nord des Bouches-du-Rhône, qui viserait à s'étendre, mais voilà. Effectivement, Madame Finel me permet de réfléchir également à une nouvelle action qu'on envisage avec Échange Paysan, c'est-à-dire qu'ils viennent en soutien des associations humanitaires
habilités à distribuer l'aide alimentaire. Je précise chaque fois parce qu'on n'a que 8 associations dans le département qui sont habilitées à distribuer cette aide alimentaire. Mais aujourd'hui, ces associations ont du mal à organiser ce qu'on appelle la ramasse auprès des grandes surfaces. Et donc, Échange Paysan, on est en train de voir avec eux, voir comment, avec leur logistique, ils pourraient venir aider les associations humanitaires à organiser cette ramasse auprès des grandes surfaces et à éviter effectivement le gaspillage alimentaire, puisqu'on sait bien qu'il y a beaucoup de déperditions, hein, et que c'est bien dommage parce qu'il y a d'un côté du gaspillage et de l'autre côté des gens qui ne mangent pas vraiment à leur faim. Et donc, Échange Paysan, là, on est en train de voir avec eux, on a une visioconférence l'autre jour pour voir comment on peut structurer un peu les affaires, et notamment dans certains secteurs ruraux, parce qu'il y a aussi des moyennes surfaces en zone rurale où les ramasses ne sont pas du tout organisées parce que les associations n'ont pas le potentiel ni l'équipement pour le faire. Donc l'importance aussi voilà, de ces structures intermédiaires, comme vous les appelez, qui ont vraiment un rôle très important. Alors, Marilyn Ramakers, qui est élue à la commune de Corme-Royal, si je ne me trompe pas, qui demande: êtes-vous en contact avec Commerceau ou Phoenix, entreprise ESS, pour la récupération des marchandises auprès des grandes surfaces? Non, je ne connais pas. Moi, oui. Et, il nous aide pas mal. Phoenix, c'était j'entends plus beaucoup parler d'eux en ce moment. Je ne sais pas si c'est toujours bien dans l'activité, mais Commerceau de plus en plus. Ils vont intervenir dans les magasins pour les sensibiliser à la lutte contre le gâchis, s'occupent des formalités de reçus fiscaux pour que les magasins récupèrent un peu sur leurs impôts, et contactent les associations comme nous. Et ce qui est bien, c'est que quand on est déjà partenaire avec un magasin, on ne le perd pas. En fait, ces deux associations s'occupent qu'on ait plus de dons. Tout à fait, oui. C'est une piste qui peut être intéressante en termes de partenariat. Voilà. Au cas où. Et vous travaillez sur la commune de Corme-Royal? Moi, je suis élue déléguée à l'économie sociale et solidaire à Corme-Royal, donc qui est en Charente-Maritime, en fait, sur la CDA de Saintes, et aussi membre. Voilà. Donc, et j'ai eu l'occasion d'être directrice d'une épicerie sociale et solidaire, et en fait, en faisant de l'insertion professionnelle via les ateliers de mobilisation sociale vers l'emploi. Voilà. Très bien. Et c'est dans ce cadre, pardon, je vous en prie, et c'est dans ce cadre que vous avez été en lien avec Commerceau? Voilà, on a été sollicité donc par Commerceau. Bon, il y a Phoenix, nous, on n'a pas été sollicité, mais c'est vrai que là, ça nous a permis un soulagement à un moment de récupérer, de sensibiliser dans une des grandes surfaces, et en même temps de nous faire livrer à ce niveau-là à l'époque. C'est un partenariat qui continue actuellement et qui s'est renforcé, puisque moi, là, je ne suis plus directrice, mais je continue à suivre, et qui s'est renforcé. Donc, c'est vrai que c'est aussi là, ce qui est intéressant, c'est la sensibilisation des professionnels dans les grandes surfaces, parce qu'il y a une peur aussi par rapport au DLC, par rapport à… Bon, donc, ce qui a permis aussi un apport un petit peu plus en termes de protéines et de viande, qui n'est pas le cas dans beaucoup de structures qui ont peur en fait de donner par crainte en fait d'avoir des soucis ensuite sur la sécurité alimentaire. Xavier Brouchy, on vous demande, Monsieur Douce demande si vous envisagez de vous essaimer ou d'essaimer votre modèle dans d'autres départements. Alors, oui, on me demande souvent ça. Moi, chaque fois, je réponds que ce que je fais n'est pas forcément duplicable partout facilement, en tout cas, parce qu'il y a un gros travail d'ancrage local, il y a un gros travail avec les habitants qui précède l'ouverture d'une épicerie solidaire, en tout cas comme je la conçois. Et ce travail peut prendre du temps et nécessite de bien connaître le territoire, bien connaître le quartier, la ville, la zone où on veut faire quelque chose qui ne peut pas se faire sans les habitants. Donc, ce travail là est très important. Au cas où on voudrait le refaire, il faudrait y être très attentif. Oui. Et je vois plusieurs têtes qui hochent et qui
adhère à ce que vous dites. Ça me fait penser, on ne l'a pas du tout évoqué, je crois, Xavier. Donc, les locaux dans lesquels est implantée la pioche sont-ils des locaux qui appartiennent à la collectivité, un privé? Enfin, comment... Alors, on a toujours dû se débrouiller, nous débrouiller. Donc, ce sont des locaux qui appartiennent à des propriétaires privés. Et puis, on a la chance, grâce à notre activité économique, comme je l'avais souligné, on arrive à payer un loyer. Donc, c'est un mal pour un bien. Et puis, et puis ça nous donne de l'indépendance et la possibilité d'accueillir plus de public de différentes communes. Très bien. Bien, merci beaucoup. Ah, une question de Clémence Pétillon. Les dons agricoles ne posent-ils pas des difficultés aux associations qui les reçoivent? Comment surmontez-vous ces difficultés le cas échéant? De questions juridiques, de difficultés juridiques aux associations qui les reçoivent et comment surmontez-vous ces difficultés le cas échéant? Alors moi, pour moi, tout est bien calibré, tout est bien rodé, hein. On marche toujours avec le système de dons et de reçus fiscaux qu'on établit pour déduire 60% de la valeur de ce qu'on nous donne. On a ce principe-là aussi avec Solal, et ça n'a jamais posé aucune difficulté. Je crois que... Pour ma part, j'en ai parlé avec les associations avec lesquelles je travaille. Elles m'indiquent la même réponse que Xavier, hein. Je n'ai pas connaissance de problèmes particuliers. Je pense que, compte tenu qu'il y a cette interface organisée par l'Agence de développement économique et touristique, je pense que ça doit nous permettre d'éviter ce type de recours juridique. Si Clémence Pétillon, vous voulez préciser ce à quoi vous faites référence en termes de problématiques juridiques, enfin, je veux dire, si vous en avez en tête des concrètes, n'hésitez pas. Alors, du coup, je prends la parole. Je vous remercie. Donc, je travaille pour le département du Finistère sur le projet alimentaire de territoire et on s'intéresse de près justement à cette question de la lutte contre la précarité alimentaire. Mais je découvre un petit peu ce sujet, donc je suis encore novice sur toutes ces questions. Et c'est sur la question de la responsabilité plutôt en termes d'hygiène. De contraintes sanitaires, je pensais surtout aux légumes, fruits, il n'y a peut-être pas trop de contraintes, mais tout ce qui est viande, laitage, poisson, est-ce que vous avez beaucoup de dons de cette nature ou est-ce que le cadre juridique peut être un frein à ce type de dons, justement? Et je vous remercie. Alors pour mon cas, il y a effectivement des produits sensibles que selon les structures, on a des conventions qui permettent ou qui ne permettent pas, ou qui s'interdisent de nous donner certains types de produits. Ça peut être le cas sur les viandes hachées, les fruits de mer, certains poissons ou des gâteaux à base de crème, par exemple, qui sont très sensibles au transport et à leur distribution. Donc, on a une convention, par exemple, avec un Auchan, ici, où on s'est dit dès le départ qu'on n'irait pas sur ces produits. Mais dans un cadre général, à partir, on a des conventions à chaque fois avec les enseignes qui décident de nous donner, on qualifie bien le moment du transfert de responsabilité. À partir du moment où nous, on a chargé dans le camion, on a signé la décharge, on est responsable de l'hygiène, de la liaison froide, et on a la même responsabilité qu'un restaurateur, qu'un magasin, qu'un Auchan, qu'un Carrefour. On est soumis aux mêmes normes d'hygiène, on est soumis aux mêmes contrôles par les services de protection des populations. Donc, on est extrêmement vigilant et c'est la première chose qu'on fait quand on reçoit des nouveaux salariés, de nouveaux bénévoles, c'est la formation hygiène. Voilà, on a une grande responsabilité. Merci beaucoup. Merci beaucoup, vraiment un grand merci à tous les deux, Xavier Broussier et Jean-Claude Hérault, pour vos témoignages. Comme à chaque fois, voilà, cet échange était enregistré, il sera en ligne sur le site du RTES et puis on en fera une synthèse. Comme je le disais au début de cet échange, c'est a priori le dernier rendez-vous sous ce format du cycle d'échange alimentation durable et économie sociale et solidaire du RTS, même si on ne stoppe pas, loin de là, les travaux autour de ce sujet, mais en tout cas, voilà, sur le cycle d'échange des vendredis midi, a priori,
on arrive au bout, sauf à ce que, et c'était un peu ma demande, voilà, vous nous fassiez remonter un sujet qu'on n'aurait pas pensé aborder dans ce cycle d'échange. Si vous voyez un manque, n'hésitez pas à nous le faire remonter, soit maintenant via le chat, soit plus tard par mail. Et puis sinon, de toute façon, on vous tiendra informé des suites qui seront plutôt a priori, on l'espère un jour, à une rencontre en vrai autour du sujet. Et puis voilà, de la production de ressources suite à tous les échanges qu'on a pu avoir depuis octobre. Eh bien, merci beaucoup encore à Jean-Claude et Xavier, et puis à bientôt. Merci au RTES et à bientôt. Au revoir. Au revoir.